Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'actualité économique, impact et technologique de la semaine du 25 au 29 janvier 2021. Vous allez retrouver ici l'intégrale de la semaine de nos news, de nos actualités. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, on continue avec notre interrogation 2021. Est-ce l'année des zombies ? Et ça, cette question a été posée par Agnès Benassi-Kéré, qui est, vous le savez sans doute, la chef économiste du Trésor, et donc qui a pour mission de suivre la conjoncture économique et de conseiller le gouvernement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un zombie ? Alors, au sens de Bercy, c'est une entreprise morte-vivante qui n'a que très peu d'activité et survit grâce aux aides financières. Au sens de l'OCDE, c'est un petit peu différent puisque c'est une entreprise d'au moins 10 ans d'âge dont les résultats annuels ne permettent pas de financer les intérêts de ses emprunts. Et donc par ricochet, son endettement explose et ses investissements se tarissent. On continue avec les procédures collectives puisqu'il y en a eu, et vous le savez, si vous écoutez notre podcast et que vous lisez notre revue de presse ou l'un ou l'autre, vous savez que le nombre de procédures collectives en 2020 ont diminué de 40%. Et ça, puisqu'on a maintenu en vie artificiellement des secteurs d'activité qui en avaient besoin à cause de la pandémie. Et la Banque de France estime que l'endettement des entreprises a gonflé de 174,5 milliards d'euros de février à septembre 2020, dont 120,7 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Et donc quasiment les 3/4. Donc ces prêts garantis par l'État sont les responsables de l'augmentation de ces dettes des entreprises. Alors le prêt garanti par l'État a beau être un prêt flexible, c'est une dette qu'elles devront un jour rembourser, souligne Agnès Benassi-Kéré. Alors je vais reprendre un chiffre qu'on vous a déjà donné la semaine dernière, c'est entre 5 et 10% des 638 000 entreprises qui ont souscrit un plan garanti par l'État pourraient ne pas être en mesure d'honorer ce crédit, selon Philippe Brassac, qui est le président de la Fédération bancaire française. Et même vous avez 52% des chefs d'entreprise qui estiment qu'ils ne pourront pas s'acquitter de leurs dettes de prêts garantis par l'État. Et ça, ce sont un sondage de la CPME qui vous le donne. Allez, un petit chiffre, un énorme chiffre, 163 milliards, et c'est 163 milliards de dollars d'investissement étrangers en Chine en 2020. C'est une augmentation de 4% sur l'année, alors que les États-Unis les ont vus baisser de 49%. La Banque de France qui a effectué une première opération en utilisant des euros numériques. L'expérience s'est déroulée le 17 décembre 2020 sur la plateforme Isness de la SETL et a nécessité la participation de plusieurs institutions financières qui étaient Citi, CACEIS, Groupama, OFI et DXC. Les deux premières institutions jouaient le rôle de banque commerciale dans le cadre d'une opération d'achat de CBDC d'une valeur de plus de 2 millions d'euros auprès de la France. Cette dernière s'est assurée de la fiabilité de ces contrats intelligents pour émettre et contrôler la circulation d'une CBDC. Les smart contracts ont pu fournir la preuve que les fonds avaient été réellement virés vers les comptes des banques commerciales. Alors il faut savoir que la Banque de France avait déjà effectué avec succès un premier test de CBDC en mai 2020. Elle avait ensuite missionné la Société Générale pour aider à développer sa propre monnaie numérique. Un autre test avec Tezos en septembre 2020 et un autre un mois plus tard avec Consensus.
D'autres tests devraient se poursuivre dans l'année, avec l'ambition de proposer une contribution à la réflexion plus globale de l'eurosystème sur les avantages de la CBDC. Et on rappelle ce que ça veut dire CBDC, Central Bank Digital Currency. Allez, on continue avec l'économie et les investissements étrangers directs dans le monde, qui sont en fort recul en 2020. Et on a vu qu'au premier semestre, les investissements étrangers directs mondiaux ont chuté quasiment de moitié à 399 milliards de dollars. Donc ça répond à une news que vous avez dû voir hier, soit dans notre newsletter, soit en écoutant notre podcast de hier. Et on a un ralentissement de la chute au second semestre qui apparemment devrait être seulement une baisse de 30 à 40% pour cette année. Alors, ces investissements internationaux, les EUD, sont donc les investissements que réalisent les entreprises en dehors de leur territoire, ce qui leur permet de s'internationaliser. Les pays riches sont les plus touchés par la baisse des investissements étrangers directs, puisque dans ce cas-là, ils se sont écroulés de 75%, ils sont tombés à 98 milliards de dollars. Pour la première fois, les flux d'investissement vers l'Europe ont été négatifs au premier semestre, à moins de 7 milliards de dollars. Les plus fortes pertes sont les États-Unis, l'Italie, le Brésil et l'Australie. Après, il faut comparer ces chiffres par rapport à un mouvement qui a déjà eu lieu en 2019, puisque ce mouvement était déjà présent. Les IDE ont fondu de 20% en 2019, au premier semestre 2019 par rapport au second semestre de l'année précédente, donc 2018. Et à ce moment-là, les investissements des pays riches de l'OCDE ont même chuté de 43%, donc c'est vraiment une baisse constante depuis quelques années. Et les gros pays qui ont souffert d'un désinvestissement étaient la Belgique, l'Irlande et l'Espagne en 2019. On continue avec Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, qui, je le rappelle, commence virtuellement à Davos cette semaine. Il a même débuté hier, et on verra dans une prochaine news ce qui s'est passé. Mais son fondateur Klaus Schwab appelle à de nouvelles directions pour l'économie et la société en ce début d'année 2020. Il y a 3 piliers. Le premier, maîtriser la pandémie de coronavirus avant de tirer des enseignements de la crise. Deuxièmement, des grands changements dans la façon de gérer la croissance économique et la gouvernance. Et c'est la même chose, pardon. Deuxièmement, objectif de zéro émission de gaz à effet de serre, qui sont à prendre pour les années à futur par les gouvernements et les principaux groupes du secteur privé. Et enfin, que les entreprises et l'orientation des entreprises soient plus axées sur la durabilité à long terme de leurs activités. Justement, on continue sur ce forum économique mondial de Davos en digital, puisque hier, nous avons le président chinois Xi Jinping qui a mis en garde contre une nouvelle guerre froide, et donc Chine-États-Unis, et il s'est posé en champion du multilatéralisme. En substance, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Bâtir des clans ou déclencher une nouvelle guerre froide, rejeter, menacer ou intimider les autres, le bouleversement des chaînes d'approvisionnement ou des sanctions afin de provoquer l'isolement ne fera que pousser le monde dans la division et même la confrontation. Alors même il y a d'autres sujets qui ont été mis sur la table, notamment la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui a parlé de 2021 comme une année de reprise, même si elle a été un peu retardée, et on a aussi parlé de la taxation des géants du numérique, qui a été la priorité affichée de la France. Allez, on poursuit avec dans l'économie, près de 22 000 milliards de dollars de pertes pour l'économie mondiale entre 2020 et 2025 selon le Fonds monétaire international.
Et surtout, selon l'économiste Gita Gopinath, je sais pas du tout comment on prononce, si c'est Rita Gopinath ou autrement, bon, peu importe, c'est l'économiste en chef du Fonds monétaire international. Donc ça nous a donné ces chiffres-là, qui sont assez, bien sûr, alarmants. C'est une perte cumulée, et donc l'impact est dit substantiel. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas anodine. Le FMI avait déjà estimé à plus de 12 milliards de dollars les pertes cumulées pour l'économie mondiale pour 2020 et 2021, et donc ces pertes cumulées vont se poursuivre. Alors à noter, ce qui est super intéressant, c'est que le fardeau de la crise est supporté de manière disproportionnée. Puisque ce sont surtout les personnes les moins qualifiées, les femmes et les jeunes, qui en subissent les conséquences, et donc c'est eux qu'il va falloir aider en priorité. On continue avec cette news venant d'Allemagne, puisque Berlin envisage de réduire à presque néant, et je cite le ministre de l'Intérieur allemand, le trafic international destination de son territoire. Et il a même ajouté qu'il souhaitait le faire comme le fait actuellement Israël. Donc bien entendu c'est pour lutter contre le Covid-19. Donc, tous les vols internationaux entrants et sortants seront arrêtés. Et selon certains médias, la chancelière Angela Merkel a même évoqué l'éventualité d'un arrêt ou d'une forte réduction du trafic aérien international lors d'une réunion à huis clos avec ses députés. Donc, ce qui aura pour conséquence, bien entendu, de faire baisser le CO2. On continue avec les stations de ski et une saison blanche qui se confirme avec une perte de 100% du chiffre d'affaires pour les exploitants des remontées mécaniques de Val Thorens, par exemple, et c'est ce qui représente 66 millions d'euros de pertes. Et c'est le directeur général de la CETAM qui l'a expliqué. Mais de plus, de façon plus globale, les opérateurs de remontées mécaniques perdront au moins environ 1 milliard d'euros, soit 80% du chiffre d'affaires d'une saison. Et c'est été rapporté par le représentant du secteur domaine skiable de France, DSF. De plus, on va rester dans les chiffres, Pascal Jallet, délégué général du syndicat national des résidences de tourisme, considère qu'une saison perdue représenterait environ 700 millions d'euros de manque à gagner pour son secteur. Et notamment, il faut savoir que dans la station savoyarde de Val Thorens, l'absence de touristes étrangers, ça représente 70% de sa clientèle. Allez, on continue avec l'OFCE, qui incite la France à s'endetter davantage. Alors l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, assure que la baisse des taux laisse à la France une grande marge de manœuvre pour emprunter davantage sans faire peser de risques sur les finances publiques. Pourquoi il dit ça ? Il parle d'un coût de la dette qui baisse d'année en année, puisqu'il était de 3,5% du PIB en 2016, 1,4% en 2019, et il devrait baisser à 1% en 2022. Alors il pousse à s'endetter de 120 à 125% du PIB, ce qui permettrait de consacrer 100 milliards supplémentaires pour aider la machine économique à repartir. Toutefois, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette dette et donc ces investissements supplémentaires devraient être soigneusement ciblés pour surtout ne pas couvrir des dépenses récurrentes ou financer des baisses d'impôts. C'est-à-dire pour des dépenses d'investissement qui vont vous rapporter plus tard. Si on devait le mettre au niveau d'un ménage, ça serait financer l'achat d'une vache à lait plutôt que payer vos vacances au ski. Voilà. Allez, on continue avec un chiffre éloquent à New York, puisque seuls 14% des plus d'1 million d'employés new-yorkais travaillaient depuis leur bureau mi-janvier.
Et près de 80% des employés interrogés dans une enquête publiée sur PricewaterhouseCoopers, PwC, voyaient le travail à distance comme une bonne chose. Mais 87% considéraient néanmoins leur bureau important pour travailler en équipe et surtout nouer des liens. Ce qu'ils ne peuvent pas faire apparemment en visioconférence. Ou du moins que c'est moins efficace. Pour autant, rares sont les employés qui voudraient revenir travailler du lundi au vendredi, du matin au soir. Ils préféreraient un modèle hybride avec 2-3 jours de travail à domicile et 2-3 jours au bureau. Allez, on démarre tout de suite avec l'affaire GameStop. Et donc, en substance, qu'est-ce qui s'est passé? En quelques séances, l'action des magasins de jeux vidéo GameStop a grimpé à un rythme ahurissant, et c'est une ascension qui a été nourrie par un groupe de boursicoteurs en croisade contre l'establishment. Alors, il faut savoir qu'en raison de ces difficultés financières, le titre du groupe, donc GameStop, est l'un des plus ciblés à Wall Street par la vente à découvert, ce qu'on appelle aussi shorter les actions, donc du shortage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pratique ? C'est très commun, malheureusement, par les grands fonds d'investissement, et ça consiste à emprunter, puis vendre des actions en anticipant une chute de leur cours, afin de les racheter moins cher à une date ultérieure et d'engranger, du coup, un profit conséquent. Mais donc, un groupe de ce qu'on appelle les boursicoteurs avide de paris financiers donc sur Reddit. Alors Reddit, si vous connaissez pas, c'est une sorte de forum sur internet qui regroupe des millions d'utilisateurs dans le monde sur des sujets divers et variés. Et ils se sont mis en tête de donner à tort à ces grands noms de la finance en achetant massivement le titre de GameStop pour en faire gonfler le prix. Et donc, sur le forum Wall Street Bets, donc de Reddit, il y a 3 millions d'abonnés. Et il faut savoir que leur stratégie a quand même sacrément fonctionné, puisque vendredi dernier, donc il y a maintenant une semaine, le titre a décollé de 50%. Et donc face à une brusque hausse, la plupart des fonds qui avaient parié à la baisse sur GameStop se sont vus contraints de racheter le titre pour limiter leurs pertes, provoquant ce qu'on appelle un short squeeze, ou liquidation forcée, qui a fait davantage grimper l'action. Et ainsi, GameStop est monté 18% lundi, 93% mardi et 135% mercredi. Donc les membres de Wall Street Bets ont exulté, des médias américains ont parlé d'une rébellion contre le système. Alors, il faut savoir qu'ils se sont aussi tournés vers d'autres entreprises, AMC, donc la chaîne de cinéma, plus 301%, et BlackBerry, plus 33%, et pareil, j'ai vu aujourd'hui American Airlines aussi. Allez, on continue dans l'économie. Et la France et le PIB qui s'est contracté de 8,3% en 2020 par rapport à la moyenne de 2019. Alors contracté, c'est une baisse. Donc c'est négatif, malheureusement. Au cours du seul quatrième trimestre, le PIB a reculé de 1,3%. Et surtout, la consommation des ménages pour le même quatrième trimestre s'est repliée de 5,4%. Et il y a aussi des chiffres plus positifs, puisque l'investissement des entreprises a augmenté 2,4%, alors que le commerce extérieur a augmenté de 0,9 points. Allez, on continue avec le télétravail en France qui est légèrement à la baisse selon une étude de Harris Interactive pour le ministère du Travail. Plus de 6 salariés sur 10 en télétravail à 100% depuis novembre souhaitent revenir dans l'entreprise au moins une fois par semaine, c'est ce qu'annonçait pourtant la ministre du Travail. Mais seulement, selon cette dernière étude, 32% des salariés à 100% en télétravail ont finalement demandé de retourner un jour au bureau à leur employeur, principalement les moins de 35 ans, qui représentent 50%, et surtout 43% ce sont les salariés vivant en Île-de-France. Le télétravail, c'était en moyenne 3,7 jours, c'est ça, par semaine, à la mi-décembre, alors que maintenant, c'est 3,5. Donc, vous voyez l'érosion. Du 18 au 24 janvier, ils étaient 64% déclarés l'avoir fait partiellement, dont 30% en télétravail permanent, et 36% qui ont travaillé complètement en
présentiel. Alors que les chiffres du 2 au 8 novembre, c'était 70% de salariés en télétravail partiel, donc 40% en télétravail intégral, contre 30% à temps plein sur les sites. Donc légère érosion. Allez, on continue avec les chiffres de croissance, ou plutôt de décroissance aux États-Unis, puisque les chiffres sont les pires depuis 1946 aux États-Unis, puisque le PIB a perdu 3,5% par rapport à 2019, alors que la Banque centrale américaine, donc la Fed, tablait sur une contraction de 2,5%. En ce qui concerne leur marché du travail, il y a 18,3 millions de personnes qui touchait une allocation chômage début janvier, soit 2,3 millions de plus que la semaine précédente. Il faut savoir que le président de la Fed, Jerome Powell, a même prévenu mercredi que le véritable taux de chômage tourne autour de 10%, loin des 6,7% officiels. Allez, une nouvelle dans l'économie française et nos CIB, donc l'enseigne de cosmétiques et de parfumerie, qui, via sa maison mère Douglas, a annoncé la fermeture de 62 magasins en France. C'est un plan qui aura lieu de réorganisation des activités qui aura lieu sur 24 mois et qui pourrait conduire à la suppression de près de 350 postes. Allez, c'est parti avec Green Tech Innovation, le lampadaire qui efface les factures d'électricité. Alors c'est super intéressant puisque apparemment il permet d'effacer totalement les factures d'électricité, voire même de générer de nouvelles rentrées d'argent. Pourquoi ? Puisqu'il y a plusieurs rangées de panneaux solaires qui sont apparemment hyper performants et qui se situent au-dessus de ce lampadaire. Il y a un système de réverbération et de double cellule qui permet de produire 2 fois plus d'électricité. Une autonomie qui est vraiment très très haute, puisque l'hiver, la batterie peut tenir 4 jours, et l'été, environ 16 jours. Cette technologie, c'est de l'intelligence artificielle aussi, puisque ça rend la lampe totalement autonome, puisqu'elle est capable de s'adapter toute seule à toutes les situations afin d'économiser le plus possible d'énergie. Mais pour autant, on a un éclairage optimal, que ce soit la journée, avec du brouillard par exemple, ou bien la nuit dans l'obscurité la plus complète. Il faut bien savoir que même si le lampadaire est éteint et qu'il détecte la présence de quelqu'un, il va se rallumer tout simplement. La lampe collecte en temps réel beaucoup d'informations, que ce soit la météo, la charge de la batterie, l'intensité, la présence des gens dans la rue, comme je vous ai dit, les analyse et calcule toute seule quelle est la meilleure option pour l'éclairage. Donc, fini les coupures d'électricité en plein milieu de la nuit et la présence ou non de gens. Alors, selon David Schkiri, qui est un concepteur, une étude faite sur la ville de Strasbourg permettrait de récupérer près de 30 € par lampe et par an sur 90 000 points lumineux. Cela reviendrait à faire une entrée d'argent de 2,7 millions d'euros. Et oui, vous avez bien entendu. Donc cette lampe, c'est hyper simple apparemment à poser puisqu'elle se visse tout simplement en haut du mât qui est déjà existant. La durée de vie serait de 25 ans et la coque est presque totalement recyclable. Alors, ça a quand même un coût, mais si vous voyez les rentrées potentielles d'argent, le coût est moindre puisque le prix évolue autour de 2000 €. Apparemment, il n'est pas non plus nécessaire de remplacer tous les anciens lampadaires puisque les lampes peuvent se connecter avec leurs voisines pour les alimenter. Je ne sais pas par quel procédé, mais c'est ce qui a été expliqué. On continue tout de suite avec les technologies, et surtout avec K1, qui est un super logiciel qui lit de la littérature médicale pour orienter les diagnostics. Et c'est la start-up donc israélienne éponyme qui espère, avec son logiciel basé sur l'IA, qui est destiné à faciliter la tâche des médecins, ne plus les confronter à d'énormes quantités de textes pour les aider dans leur diagnostic. Et qu'est-ce que permet de faire ce logiciel ? C'est de cartographier notamment 5 millions de relations entre les symptômes et les maladies, les résultats, les laboratoires, les complications et les facteurs de risque.
K1 a apparemment aussi développé un moteur d'intelligence artificielle qui utilise le graphe de connaissances créé pour imiter la pensée d'un médecin. Il aide donc à établir leur diagnostic, les oriente vers une démarche recommandée et les soutient avec des sources médicales. En plus de suggérer les maladies les plus probables, le logiciel propose un plan pour les prochaines étapes, c'est-à-dire les meilleures questions à poser, les examens à effectuer, les travaux de laboratoire et d'imagerie supplémentaires qui sont nécessaires pour affiner le diagnostic. Alors ce logiciel a annoncé la sortie d'une phase de test bêta ouverte de son produit. Il sera sans doute dans le commerce dans un premier temps gratuitement au second semestre de cette année, hein, donc c'est vraiment pour bientôt, et ensuite il faudra bien entendu le payer. Le logiciel, alors ça c'est une petite anecdote qu'on vous donne en plus, a passé l'examen d'autorisation d'exercer la médecine aux États-Unis, et bien entendu il l'a réussi avec un score de 80%. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec la Banque de France qui a effectué une première opération en utilisant des euros numériques. L'expérience s'est déroulée le 17 décembre 2020 sur la plateforme Isness de la SETL et a nécessité la participation de plusieurs institutions financières qui étaient Citi, KCIS, Groupama, OFI et DXC. Les deux premières institutions jouaient le rôle de banque commerciale dans le cadre d'une opération d'achat de CBDC d'une valeur de plus de 2 millions d'euros auprès de la France. Cette dernière s'est assurée de la fiabilité de ses contrats intelligents pour émettre et contrôler la circulation d'une CBDC. Les smart contracts ont pu fournir la preuve que les fonds avaient été réellement virés vers les comptes des banques commerciales. Alors il faut savoir que la Banque de France avait déjà effectué avec succès un premier test de CBDC en mai 2020. Elle avait ensuite missionné la Société Générale pour aider à développer sa propre monnaie numérique. Un autre test avec Tezos en septembre 2020 et un autre un mois plus tard avec Consensus. D'autres tests devraient se poursuivre dans l'année avec l'ambition de proposer une contribution à la réflexion plus globale de l'eurosystème sur les avantages de la CBDC. On continue tout de suite avec les technologies et surtout avec K1 qui est un super logiciel qui lit de la littérature médicale pour orienter les diagnostics. Et c'est la start-up donc israélienne éponyme qui espère avec son logiciel basé sur l'IA qui est destiné à faciliter la tâche des médecins, ne plus les confronter à d'énormes quantités de textes pour les aider dans leur diagnostic. Et qu'est-ce que permet de faire ce logiciel? C'est de cartographier notamment 5 millions de relations entre les symptômes et les maladies, les résultats, les laboratoires, les complications et les facteurs de risque. K1 a apparemment aussi développé un moteur d'intelligence artificielle qui utilise le graphe de connaissances créé pour imiter la pensée d'un médecin. Il aide donc à établir leur diagnostic, les oriente vers une démarche recommandée et les soutient avec des sources médicales. En plus de suggérer les maladies les plus probables, le logiciel propose un plan pour les prochaines étapes, c'est-à-dire les meilleures questions à poser, les examens à effectuer, les travaux de laboratoire et d'imagerie supplémentaires qui sont nécessaires pour affiner le diagnostic. Alors ce logiciel a annoncé la sortie d'une phase de test bêta ouverte de son produit. Il sera sans doute dans le commerce dans un premier temps gratuitement au second semestre de cette année, hein, donc c'est vraiment pour bientôt, et ensuite il faudra bien entendu le payer. Le logiciel, alors ça c'est une petite anecdote qu'on vous donne en plus, a passé l'examen d'autorisation d'exercer la médecine aux États-Unis, et bien entendu il l'a réussi avec un score de 80%.
Allez, on fait un léger et rapide topo sur les ordinateurs quantiques et surtout sur IBM qui en possède déjà des embryons. Et pourquoi on vous parle encore des ordinateurs quantiques? C'est puisque Emmanuel Macron, notre président, a annoncé cette semaine un plan d'1,8 milliard d'euros sur 5 ans pour le prochain quantique en France. Et on vous en a déjà parlé la semaine dernière. S'appuyer sur la physique de l'infiniment petit, c'est ce qu'on appelle la mécanique quantique. Et elle utilise des qubits, qui est la capacité d'adresser des problèmes que les ordinateurs classiques ne savent pas adresser. Partout où il faudrait des dizaines ou des centaines d'heures de calcul, voire bien plus, avec des machines traditionnelles, l'ordinateur quantique vous permet de le résoudre bien plus rapidement. Alors, c'est une machine un peu particulière et un peu différente des ordinateurs que l'on connaît déjà, puisque ces fameux qubits doivent être isolés et refroidis à des températures proches du zéro absolu. Et donc, les machines d'IBM, donc ça c'est en substance un article que vous aviez sur France TV Info, et surtout que vous aviez dans notre newsletter, à laquelle j'espère que vous vous êtes abonné. Vous pouvez le faire sur le site de Hamann & Benson Stratégie dans la rubrique médias, ou bien vous regardez dans la description de ce podcast, vous aurez le lien pour vous y abonner. Les machines IBM sont refroidies à moins 273 degrés. Alors, si je me souviens bien de ma physique, c'est bien ça, le zéro absolu, mais j'en suis pas certain à 100%. Alors cela ressemble à un gros ballon d'eau chaude à l'intérieur duquel se trouve toute l'électronique quantique. On en reparlera, à mon avis, très prochainement. Allez, on passe aux technologies, et surtout à une nouvelle technologie disponible en France qui permet de payer avec du cash et le tout en ligne. Alors c'est pas si simple, et ça existe déjà à l'étranger et aux États-Unis, par exemple avec Amazon. Ici c'est Brinks France qui va pouvoir le proposer avec Point Cash Service, et donc payer un achat en espèces chez un buraliste. Et donc avec des tabacs partenaires, pour l'instant il y en aura 1600, vous recevrez un code barre par mail, il suffit de le présenter avec sa carte d'identité au buraliste et de payer en espèces que vous devez, et l'achat est réalisé. Ça a été certifié par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR. Bien sûr, le paiement en espèces est plafonné à 1000 € et le processus d'authentification est sécurisé. Alors, ça a été fait normalement pour les gens qui voulaient pas trop payer sur internet avec une carte bleue, quelque chose comme ça. Alors ce qui est rigolo, c'est que au final, lors du premier achat, le consommateur est contraint d'envoyer un selfie et d'une photo de sa carte d'identité à la Brinks. Derrière, un système d'intelligence artificielle s'assurera de l'identité de l'acheteur. S'il est validé, il sera intégré dans une base de données de l'entreprise qui sera ainsi capable de dire qui tient les billets. Précise Patrick Lagarde, donc le patron de Brinks France. Donc, pour éviter de payer en carte bleue sur internet, vous donnez vos informations à Brinks France. C'est assez ironique. Allez, on passe aux technologies et WhatsApp, qui risquerait une amende record. Et c'est l'Irlande qui envisagerait d'infliger cette sanction allant de 30 à 50 millions d'euros contre WhatsApp. L'agence irlandaise de protection des données, qui c'est l'équivalent de la CNIL française qu'on a décidé d'ouvrir une procédure, puisque le siège européen de WhatsApp s'y trouve en Irlande, puisque on le sait qu'il y a beaucoup de sièges de grandes sociétés en Irlande. Pourquoi? Pour les impôts, pour éviter d'en payer le plus possible. Mais bon, au final, ça se retourne un petit peu contre eux, puisque l'Irlande, qui appartient toujours à l'Union européenne, se fait un malin plaisir de les punir les uns après les autres, ou du moins de les attaquer et de les traîner en justice. Et cette affaire est antérieure à la récente polémique qu'on a tous entendue du partage des données des utilisateurs de WhatsApp avec Facebook. Le sujet est pourtant le même, c'est le manque de transparence du géant américain et la façon dont il a pioché dans les informations de la messagerie. Alors c'est assez rare que les nations s'attaquent à ces groupes-là. La France, surtout pour des montants
assez significatif. La France l'a fait récemment avec Google et une demande de 50 millions d'euros. Et on passe à la suite avec Résonance. Un téléviseur dépourvu de câbles. C'est génial. La start-up russe qui a inventé ça a basé sa technologie sur une alimentation basée sur la résonance magnétique, d'où le nom de résonance bien entendu. C'est donc transférer de l'énergie électrique d'un point A à un point B. Elle a mis en place à l'arrière du téléviseur une bobine de réception, une bobine d'émission qui est placée à environ 50 cm et elle est évidemment branchée au secteur. Le système fonctionne jusqu'à 1 mètre de distance et il n'est même pas nécessaire que les deux dispositifs soient alignés pour que l'énergie électrique passe. Elle pourrait faire ses preuves également apparemment sur des drones, des robots, voire des véhicules électriques. Donc possibilité d'adaptation de cette technologie, c'est assez intéressant. Allez, on continue avec les technologies et plus particulièrement l'Union européenne qui prépare déjà la 6G avec le projet EXA-X. Et pourquoi c'est intéressant? Puisqu'il est piloté par le géant finlandais des télécommunications Nokia, mais il y a 22 poids lourds des télécoms de 9 nationalités différentes qui travaillent avec Nokia. Pourquoi la 6G? C'est un débit 50 fois supérieur à la 5G, un accès permanent et une consommation d'énergie réduite. L'idée c'est de pouvoir faire des utilisations que pour l'instant il serait complètement impossible, avec des jumeaux numériques notamment, c'est-à-dire répliquer à la perfection des objets, des machines, des humains sous la forme d'avatars, voire capable de simuler en 3D des lieux, comme des bureaux, des usines, avec la possibilité d'interagir à distance avec son environnement virtuel. Alors l'idée c'est de pas être trop à la traîne comme on l'a été avec la 5G. La Chine par exemple a déjà mis en orbite en novembre dernier un satellite qui est entièrement dédié à la 6G bien sûr. L'équipementier coréen Samsung se prépare lui aussi au prochain réseau de télécommunications, tout comme les Américains qui ont fondé leur propre groupe industriel. On espère que ce prochain réseau de télécommunications sera opérationnel aux environs de 2030. Et on continue avec la meilleure connexion internet en Europe. Pour qui est la palme? Eh bien ce sont plutôt pour les petits états comme le Liechtenstein et l'Andorre. Luxembourg, Islande, Suisse et Hongrie sont pas loin, les pays nordiques fonctionnent bien et la France se situe dans la moyenne. Pour autant, les Balkans et surtout l'Italie seront plutôt dans le peloton de queue. Je sais même pas si ça se dit. Peu importe, si vous voulez voir les statistiques dans leur intégralité, je vous invite à regarder le site Statista et pour avoir accès plus facilement à ce genre d'informations, à vous abonner à notre newsletter. Et on continue avec une technologie sans contact physique qui est vraiment du coup dans le vent en ce moment, puisque Technologie Kinétique Touchlèche suit le mouvement des doigts et reproduit la réponse tactile que l'on ressent quand on appuie sur un bouton, mais pour autant sans le toucher physiquement. C'est le mouvement qui est l'interaction, et ça peut répondre à tout type d'interaction, aussi celui de glisser un bouton latéralement. Le fait de voir le bouton s'enfoncer ou réagir physiquement en même temps que le doigt pousse ou bouge, évite d'en toucher la surface. Alors Stuck Design n'a pour l'instant qu'un prototype fonctionnel qui est en stade d'expérimentation, mais si la technologie Kinetic Touchless est appréciée de tous et a, disons, des moyens de faire de l'argent avec, ils continueront sans doute. Voilà, une étude maintenant américaine sur l'intelligence artificielle. Elle émane de l'Information Technology and Innovation Foundation, qui est un think tank américain qui a réuni une trentaine de critères autour de la recherche du développement commercial ou encore des investissements pour évaluer l'avancement dans l'intelligence artificielle. Alors les États-Unis obtiennent 44,6 points sur une échelle de 100, la Chine 32 et l'UE 23,3 points. Alors pourquoi problème d'investissement et de financement apparemment.
surtout du capital investissement. Le document note toutefois que l'Europe a publié de nombreux documents de recherche sur l'intelligence artificielle, ce qui est encourageant. Mais ce qui est, disons, problématique en Europe, c'est l'incapacité pour le moment à se fédérer entre nations pour créer de l'intelligence artificielle beaucoup plus efficiente. Allez, c'est parti avec Green Tech Innovation, le lampadaire qui efface les factures d'électricité. Alors c'est super intéressant puisque apparemment il permet d'effacer totalement les factures d'électricité, voire même de générer de nouvelles rentrées d'argent. Pourquoi ? Puisqu'il y a plusieurs rangées de panneaux solaires qui sont apparemment hyper performants et qui se situent au-dessus de ce lampadaire. Il y a un système de réverbération et de double cellule qui permet de produire 2 fois plus d'électricité. Une autonomie qui est vraiment très très haute puisque l'hiver, la batterie peut tenir 4 jours et l'été environ 16 jours. Cette technologie, c'est de l'intelligence artificielle aussi, puisque ça rend la lampe totalement autonome, puisqu'elle est capable de s'adapter toute seule à toutes les situations afin d'économiser le plus possible d'énergie. Mais pour autant, on a un éclairage optimal, que ce soit la journée, avec du brouillard par exemple, ou bien la nuit dans l'obscurité la plus complète. Il faut bien savoir que même si le lampadaire est éteint et qu'il détecte la présence de quelqu'un, il va se rallumer tout simplement. La lampe collecte en temps réel beaucoup d'informations, que ce soit la météo, la charge de la batterie, l'intensité, la présence des gens dans la rue comme je vous ai dit, les analyse et calcule toute seule quelle est la meilleure option pour l'éclairage. Donc fini les coupures d'électricité en plein milieu de la nuit et la présence ou non de gens. Alors, selon David Schkiri, qui est un concepteur, une étude faite sur la ville de Strasbourg permettrait de récupérer près de 30 € par lampe et par an sur 90 000 points lumineux. Cela reviendrait à faire une entrée d'argent de 2,7 millions d'euros. Et oui, vous avez bien entendu. Donc cette lampe, c'est hyper simple apparemment à poser puisqu'elle se visse tout simplement en haut du mât qui est déjà existant. La durée de vie serait de 25 ans et la coque est presque totalement recyclable. Alors, ça a quand même un coût, mais si vous voyez les rentrées potentielles d'argent, le coût est moindre puisque le prix évolue autour de 2000 €. Apparemment, il n'est pas non plus nécessaire de remplacer tous les anciens lampadaires puisque les lampes peuvent se connecter avec leurs voisines pour les alimenter. Je ne sais pas par quel procédé, mais c'est ce qui a été expliqué. Dans l'impact environnemental, on va vous parler très très vite de Boeing qui voudrait que ses avions volent au carburant durable d'ici 2030, voire 2050 avec 0 émission carbone. Mais ça c'est différent. Et qu'est-ce que c'est ? Des carburants durables, ils sont fabriqués à partir d'huile végétale, de graisse animale, de divers déchets de l'agriculture et des forêts, ainsi que des déchets domestiques non recyclables. Alors, il faut se souvenir qu'en 2018, un FedEx 777 Freighter est devenu le premier avion à voler sans carburant conventionnel, dans le cadre du programme Boeing Eco Demonstrator. Et on continue et on passe à l'impact environnemental et une batterie à hydrogène, une solution plus verte pour stocker l'énergie solaire. Et c'est une start-up australienne qui s'appelle Lavo qui propose la première batterie à hydrogène individuelle pour utilisation domestique. Elle est surtout moins volumineuse et composée de beaucoup moins de composants toxiques qu'il peut y avoir dans les actuelles batteries lithium-ion. Les panneaux solaires peuvent donc stocker l'électricité générée les jours ensoleillés dans ces nouvelles batteries à hydrogène. Il faut savoir que
ce nouveau type de batterie, qui est donc plus compacte et plus écologique, va fabriquer elle-même son hydrogène, et c'est ça qui est super intéressant. La batterie va utiliser le trop-plein d'électricité pour faire de l'électrolyse, décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. Cet hydrogène sera ensuite stocké dans la batterie, et les jours de mauvais temps, il sera utilisé pour générer de l'électricité. Allez, c'est parti, à la une tout de suite, le secteur du bâtiment qui est le plus grand consommateur d'énergie en Europe. 40% de la consommation d'énergie au sein de l'Union européenne, ce qui représente 36% des émissions de CO2, c'est gigantesque. Ça, c'est le Forum économique mondial qui nous donne ces statistiques, et je continue avec 25% du parc immobilier actuel qui pourrait être considéré comme à l'épreuve du temps. Ce qui signifie que 75% des bâtiments doivent encore être rénovés. C'est considérable. En moyenne, le taux annuel de rénovation à haute efficacité énergétique atteint à peine 0,2% pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels dans l'UE. Et donc si on continue avec cette base de taux de rénovation actuelle, il faudrait environ 4 siècles pour que le secteur du bâtiment en Europe s'aligne sur les trajectoires de la COP 21. Donc ça va prendre du temps si on continue comme ça. Alors, un autre chiffre, c'est maintenant les gens passent environ 80% de leur vie à l'intérieur des bâtiments. Et c'est la numérisation qui a changé la donne pour accélérer la décarbonisation énergétique des bâtiments. Donc les bâtiments représentent des dépenses en capital importantes. Et donc, avec une chaîne de construction qui est composée à 98% de PME et de micro-entreprises, la numérisation des PME du secteur de la construction est stratégique pour l'Union européenne. Donc espérons qu'on en fasse beaucoup plus vite. Allez, on passe à l'impact environnemental. Et la Suède qui invente des mots et des tendances, et c'est après le flygscam, la honte de prendre l'avion, c'est le copscam, qui est littéralement cop, acheter, scam, honte, désigne la honte d'acheter, donc la honte de faire du shopping. Et surtout, apparemment, quand il s'agit d'acheter des vêtements et accessoires de mode. L'objectif de ces adeptes, c'est de se défaire de la surconsommation pour acheter moins, mais mieux, et donc pousser l'industrie, et surtout l'industrie de la mode, à repenser le processus de fabrication de ces produits et son impact écologique, bien évidemment. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce mouvement prend de l'ampleur, et c'est un mouvement, alors on va pas dire national et politique, mais pas loin, puisque la ville de Stockholm a décidé d'annuler sa Fashion Week annuelle en 2019, ça allait du 27 au 28 août, pour protéger l'environnement, car les précédentes justifiaient d'un mauvais bilan carbone. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, la production des habits représente 20% des rejets d'eau usés et 10% des émissions de CO2. Et selon d'autres études, provenant notamment de la fondation Ellen MacArthur, cela risque d'empirer d'ici 2050, puisque ce secteur devrait représenter 26% des émissions de gaz à effet de serre. Allez, on continue toujours dans l'impact environnemental, et on part à Taipei, donc vers Taïwan, où un Français a créé une tour spirale pour absorber des tonnes de CO2. Et on avait connu déjà la Bosco Verticale, qui avait été créée par l'architecte Stefano Boeri à Milan en 2014. Là, on parle de Vincent Caibo, l'architecte qui a créé à Taipei une tour en spirale. Son projet avait déjà été retenu dès 2010 pour construire cet ensemble résidentiel estampillé développement durable dans la capitale taïwanaise. Alors le nom, je vais essayer de pas trop l'écorcher, ça s'appelle Tao Zhu Yin Yuang. Et dans cette tour en spirale, effectuant une rotation de 90 degrés sur elle-même, vous avez des jardins et parfois même de petites chutes d'eau. Vous avez surtout 23 000 arbres qui doivent permettre au bâtiment d'absorber jusqu'à 130 tonnes de CO2 par an.
Donc le bâtiment qui a une double hélice qui évoque la structure de l'ADN peut aussi adopter un profil de pyramide, mais ça, vous irez le voir par vous-même. Alors soit, vous l'avez déjà vu si vous vous êtes abonné à notre newsletter sur Aman & Benson, rubrique média ou dans la description de ce podcast, soit vous ferez une petite recherche personnelle sur internet. Alors apparemment sa forme en cascade permet de créer aisément des multiples jardins suspendus qui dépassent largement les 10% de surface intérieure imposés par ce projet. Allez, on commence tout de suite avec à la une, le 100% d'énergie renouvelable, comment est-ce possible ? Alors, ça c'est RTE, donc le réseau de transport d'électricité et l'Agence internationale de l'énergie, donc l'AIE, qui se sont interrogés sur la faisabilité technique de ce projet dans un rapport publié mercredi 27 janvier. Et donc le but c'est d'être en 2035 déjà à ce que la part du nucléaire ne représente plus que la moitié de la production d'électricité. Et donc pour que les énergies renouvelables prennent le relais, à savoir l'éolien et le solaire. Et donc pour le moment il va falloir déterminer la faisabilité technique de ce mix électrique, et donc c'est à voir. Et donc pour cela, il va falloir respecter 4 conditions strictes et cumulatives. La première condition, c'est d'assurer l'équilibre du réseau avec des capacités de pointes pilotables. On vous a parlé des pointes pilotables la semaine dernière, donc je vous invite à réécouter les précédents podcasts et les précédentes émissions, voire de lire les précédentes newsletters. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, n'oubliez pas de vous y abonner facilement dans la rubrique média de Aman & Benson Stratégie ou alors dans le descriptif de ce podcast. La deuxième condition, bien évidemment, c'est de maintenir la fréquence à 50 Hz afin de garantir la stabilité du système. Alors, dans les détails, en dessous de 60% d'ENR, dans le mix électrique, les moyens actuels déployés dans le réseau suffisent. Entre 60 et 80%, il en faut de nouveau. Au-delà, il faut imaginer des solutions. La troisième condition, c'est de maintenir en permanence des capacités de stockage pour compenser les aléas en temps réel. Plus il y a de renouvelables, plus ces capacités doivent être importantes. Et à savoir aussi, en complément, que RTE a besoin de plus d'informations sur le solaire disséminé. Disséminé, ce sont ceux qu'il y a sur les toits des gens, par exemple. La quatrième condition, c'est de reconfigurer le réseau pour l'adapter aux multiples sources de production. C'est-à-dire que l'été, l'électricité viendra plutôt du solaire, bien entendu, donc du sud, alors que l'hiver, il viendra plutôt des éoliennes qui sont implantées dans le nord et l'est, et donc il faut l'acheminer de façon différente en reconstruisant le réseau. On continue avec l'impact environnemental, et Bruxelles qui investit dans les batteries de voitures électriques. La Commission européenne a ainsi approuvé mardi dernier l'octroi d'une aide publique de 2,9 milliards d'euros. Nous ne sortirons pas de la crise actuelle en reconstruisant le monde tel qu'il était avant la pandémie, nous a dit Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence. Elle a continué, nous sommes face à un défi historique pour bâtir un monde plus vert, plus digital et plus résilient. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, nous devons repenser notre rapport à l'énergie, repenser notre manière de nous chauffer, de voyager. Il faut savoir qu'à elle seule, une batterie représente 1/3 de la valeur d'une voiture électrique, mais surtout que ces batteries électriques rentrent dans un plan plus global de verdir, c'est le Green Deal européen.